Bonjour à tous, merci d'être venus. Cette conférence est organisée par Clermont-Auvergne, dans le cadre des Semaines européennes du développement durable organisées par Clermont-Auvergne Métropole. Et donc là, il s'agira pendant cette conférence de parler de développement durable. Jusque-là, je pense que vous n'êtes pas surpris. Et dans un premier temps, on va rappeler un petit peu ce contexte de développement durable, les fondements scientifiques, qu'est-ce que ça veut dire développement durable. Du coup, sans plus attendre, alors si, je ne me suis pas présenté, pardon. Je suis Léo, j'ai fait mon stage à Coco Shaker en mars et puis je suis bientôt titulaire, puisque ma soutenance est vendredi, d'un master en économie du développement durable. Je voulais vous poser cette question où on va pouvoir participer et puis moi je vais noter en quelques mots votre réponse à cette question en des concepts clairs. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous entendez le terme développement durable ? Alors, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, 1, 2, 3 mots qui vous viennent comme ça ça peut être du grand basique, hein, vraiment. Oui. Éthique. Je note. Quelqu'un d'autre ? Protéger la planète. Ok. Je mets planète. Ouais. Décroissance. Décroissance ? Ok, très bien. Recyclage. Ok. Hop. Avenir. Avenir. Social. Ok. Coopération. La couleur verte. La couleur verte. Environnement, ok. Statu quo. Statu quo. Entreprise ? Un peu. Politique ? Bon sens. Bon sens, c'était le même, non ? Non. Pollution. Pollution, d'accord. Bon sens. Pollution. Respect. Ouais, on s'en fait deux derniers. Processus ? Ok. Bon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Effectivement, tous ces termes-là sont relatifs au développement durable. Si on classe, on voit quand même qu'on en a beaucoup qui sont relatifs à l'environnement, à l'écologie. Verte, je pense que je peux le mettre là. Quand on dit vert, on pense un petit peu à l'environnement en plus. Voilà. J'ai organisé ça en 3 piliers parce que j'ai cru deviner quand même que dans la salle, il y en a qui connaissent ces 3 piliers du développement durable. Et c'est là-dessus qu'on va insister dans cette conférence, c'est que quand on parle de développement durable, dans l'imaginaire collectif, on parle d'environnement, on parle d'écologie. Pourtant, le concept du développement durable, il ne se réduit pas à ce concept-là d'écologie et d'environnement. On a 3 piliers qui ont été dits dans vos mots quand même, donc ça fait plaisir de se dire aussi que le développement durable n'est pas si méconnu que ça. 3 piliers qui sont vraiment essentiels et indissociables pour parler de développement durable. Le premier pilier, c'est l'environnement. L'environnement, vous en avez parlé, vous parlez de recyclage, de planète, de décroissance. Même si la décroissance, on peut le mettre aussi dans le pilier économique, il y a beaucoup de concepts en fait qui sont très transversaux aussi dans ce que vous avez dit. Quand vous parlez de résilience, c'est hyper transversal. Donc ça, c'est le pilier environnemental qui correspond au respect de la planète, respect de la biodiversité. On s'y attardera juste un petit peu après. Le pilier économique, lui, qui est aussi important parce qu'un développement qui est durable sous-entend un modèle économique qui est périn. Et le modèle économique, c'est important pour avoir une construction durable dans le temps. Et donc, en termes d'économie, vous avez parlé d'entreprise, c'est vrai. L'entreprise a un rôle à jouer dans le développement durable. Et là-dessus, nos intervenants pourront y répondre. On a parlé de décroissance aussi, qui est un grand sujet sur le terme économique du développement durable. On en parlera juste après aussi. Et puis sur le pilier social, qui est tout aussi important que les autres, eh bien vous avez parlé d'avenir, vous avez parlé de respect, qui peut aussi être respect de l'environnement. C'était dans ce sens-là que ça a été dit, mais ça marche aussi dans le social. La coopération, qui est quelque chose d'extrêmement important, la coopération entre les humains, entre les institutions, et puis de l'éthique. Et ce mot-là, éthique, en plus, il revient typiquement dans les équilibres, les sous-équilibres qu'on a entre le social et l'économique. C'est ce qu'on appelle l'éthique. Quand on a les 2 piliers qui sont représentés, l'environnement et le social, on est dans quelque chose de vivable. Mais quand on est dans l'environnement et dans l'économie, on est quelque chose de viable. Mais on n'est pas dans quelque chose qui s'inscrit dans le temps et qui est périn. Donc c'est pour ça que la réunion de ces 3 piliers-là, environnement, social et économique,
On arrive donc à un développement qui est dit durable. Et d'ailleurs, on présente souvent ces 3 piliers, enfin souvent, pas tellement, l'environnement comme une condition au développement, c'est-à-dire que le respect de l'environnement c'est la condition à respecter pour un développement qui soit dit durable ou soutenable. L'économie, c'est le moyen d'arriver à ce développement-là. Et puis le pilier social, c'est le but, c'est un objectif vers lequel il faut tendre. Donc on s'appuiera donc sur l'économie tout en respectant l'environnement. Le rapport de Brundtland qui est en 87, et là je vais reprendre mes papiers parce que je ne veux pas écorcher la définition, elle définit le développement durable, c'est assez intéressant la manière dont c'est formulé, comme un développement qui répond aux besoins des capacités des générations... un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et c'est presque philosophique comme idée, comme concept, mais on voit bien le lien qu'il y a entre ces 3 piliers avec cette définition qui est donnée. De manière peut-être plus politique, le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, qui est généré par l'ONU, a mis en place 17 objectifs pour le développement durable qui ont été adoptés en 2015. Bon, juste avant, il y avait les 18 objectifs pour le millénaire qui ont été adoptés en 2000 et qui ont pris fin en 2015. Le bilan a été très mitigé et ça a été même dit de la bouche des dirigeants. Et donc là, en 2015, on a radopté une série un peu plus longue cette fois-ci de 17 objectifs pour le développement durable et on voit bien que les 3 piliers sont présents. Quand on parle par exemple de pilier social, ça va faire référence à la pauvreté, aux enjeux de nutrition, la faim zéro, également à la santé, la bonne santé et le bien-être. Et quand on va parler par exemple d'environnement, il va y avoir par exemple tout ce qui est la lutte contre le changement climatique, aussi la préservation des espèces aquatiques et terrestres. Et quand on va parler d'économie, il y a un objectif, le numéro 8, qui est le travail décent et la croissance économique. Et sur ce sujet-là, je vais insister parce qu'on a parlé tout à l'heure de décroissance. Et donc le développement durable, même si c'est un concept qui est repris par tout le monde, sur le champ politique notamment, maintenant il y a peu de partis qui n'en parlent pas, cet objectif de croissance économique qui est donné par l'ONU, il est discuté. Il ne fait pas vraiment consensus dans le domaine. Même au sein, par exemple, du parti écologiste, il y a eu les primaires qui se sont faites ce dimanche. On voit que parmi les candidats, ça ne fait pas consensus. Il y en a qui, la décroissance, c'est un tabou, il ne faut pas en parler. Et il y en a pour certains, c'est un moyen ou en tout cas une condition nécessaire à respecter ces enjeux qui sont relatifs au développement durable. Alors bonjour à tous, je me présente Jorik Vandenberg, j'ai une entreprise, j'ai été incubé à Coco Shaker en 2018. Mon entreprise c'est Water Respect et je suis consultant dans le tourisme et dans l'hôtellerie en développement durable. Je suis écologue de formation, j'ai un master d'écologie en faculté de sciences. Et le développement durable, lors de mes études, de mes premières années de travail où je faisais vraiment de l'écologie scientifique, je ne savais pas quoi en faire. Pour moi, c'était un espèce de truc flou qui n'avait aucun sens. Et en tant qu'écologue, vous nous avez présenté les piliers, mais vraiment, je ne savais pas quoi en faire. Dans ma vie professionnelle, j'ai continué. Et là, je souhaiterais vous préciser 2 points sur la notion de territoire et sur la notion de politique dans le développement durable. C'est un sujet, comme vous l'a montré Léo, qui est infini. On pourrait y passer une semaine à en discuter de développement durable. Je vais juste spécifier 2 points qui m'ont aidé à ce que ça prenne un peu de sens pour moi et que je puisse me l'approprier. Et après, je le traiterai via ce que je fais, par exemple, dans un hôtel, pour vous montrer comment va mon cheminement. Le but, c'est qu'on puisse se dire que ça sert à quelque chose, le développement durable, parce que j'ai l'impression que souvent c'est un problème, on ne sait pas trop quoi en faire de ce truc-là. Alors, je vais d'abord aborder la notion de territoire. Alors, dans le Larousse, on dit que c'est une portion de l'espace terrestre dépendant d'un État, d'une ville, d'une juridiction. Un espace considéré comme un ensemble formant une unité cohérente physique, administrative et humaine. Bon, d'accord, avec ça, on est bien. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est qu'il y a plein d'échelles de territoire. Ça peut être la planète, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça peut être souvent une notion d'État. Ça peut être autour de votre maison, dans votre voisinage. Enfin, il y a toutes ces notions de territoire qu'il faut bien garder. Un territoire, ça peut tout être. C'est-à-dire que ça peut être à la campagne, autour de Salaire, comme dans le 5e arrondissement. Cette définition, elle permet ça. Les géographes
quand on développe la notion de territoire, ils ont une vision un peu plus finalement sociologique de la notion de territoire. Ils disent qu'il y a une dimension identitaire dans un territoire. C'est caractérisé par l'identité. La spatialité se fait aussi par cette approche identitaire qu'on lui donne. C'est un espace qui est conçu par des propriétés naturelles, qui peuvent être géologiques, qui peuvent être biologiques, qui peuvent être de différentes manières, entre deux bras de rivière qui vont distinguer une île, quelque chose comme ça. Et il y a une dimension organisationnelle à un territoire. C'est-à-dire qu'il y a une structuration, qui là aussi, si on est écologue, peut être biologique par dépeuplement, mais qui peut être administrative pour nous. J'aime beaucoup cette définition de Di Meo en 98, donc ça remonte. Il dit que le territoire, c'est d'abord une idée, la volonté d'un groupe social de tisser du lien social localisé, de créer des solidarités à l'échelle locale, de se vouloir co-auteur d'un développement de proximité. Il se trouve au point de rencontre de la nature et de la culture, des sociétés, de leur environnement, mais aussi dans le champ de la durée et de l'histoire. Ça, c'est une définition du territoire qui est un petit peu différente de celle qu'on a eue du Larousse. Et je ne sais pas si, quand vous voyez cette phrase, ça ne vous fait pas un peu penser au développement durable, tout doucement. Cette définition de 98. Le territoire, tout d'un coup, il prend sens, on se dit, tiens, ça ressemble vachement, finalement, être sur un territoire, donc c'est être ensemble quelque part. Par définition, ça indique le développement durable. Moi, en tant qu'écologue, je ramène ça forcément à la notion d'écosystème. Un écosystème, c'est l'ensemble du monde biologique, l'ensemble du monde physique et l'ensemble des relations au sein des différents éléments et entre eux. C'est une notion un peu compliquée, mais grosso modo, c'est être au même endroit dans un habitat et communiquer en permanence, échanger. Là aussi, si vous réfléchissez à cette notion d'écosystème et à la définition de territoire que je viens de vous lire, on voit qu'il y a un vrai sens qui se fait. Et dans la définition de développement durable que vous a fait Léo, ça va prendre un peu de sens. C'est des notions qui sont un peu dures, on pourrait prendre beaucoup de temps là-dessus, mais il faut donc s'imaginer qu'un territoire, en fait, c'est un lieu où on habite ensemble, où il faut se parler. Ça le définit. Un écosystème, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y a un prisme géographique et social et qu'il y a un prisme d'écologue. C'est des facultés qui ne se parlent pas forcément, mais finalement, ça revient à peu près au même, quoi. Et donc, le développement durable, il se transcrit par des politiques. Et si on regarde comment c'est fait, donc il y a eu la validation à Rio en 92, après qui s'est transcrit par des agendas 21. Les agendas 21, c'est des sortes de carnets où on dit ce qu'il faut faire. Et bizarrement, les agendas 21, ça parle que de territoire. C'est-à-dire que quand on a fait Rio en 92, quand on a commencé à vouloir développer cette idée, on a parlé au territoire. Après, il y a les ODD qui sont faits par l'ONU. Après, l'Europe a fait la stratégie de Lisbonne et le livre vert, qui est déclinée au niveau des États européens par des stratégies nationales de développement durable. En France, on a l'article 110 qui date de 95, il me semble, donc juste après 92, qui inscrit grosso modo ce qu'on dit dans le développement durable. Et notamment, il y a la notion hyper forte de porter dans la loi la notion de développement durable. C'est marqué en lettres d'or, on va dire. Ça a été repris, poussé en avant par la Charte de l'environnement, qui est quasiment l'article 110 transcrit. Et cette Charte de l'environnement, en fait, elle est adossée à la Constitution française. Alors on se dit, bon, à quoi ça sert? Alors la Convention citoyenne avait demandé que ça devienne constitutionnel. Ça n'a pas été fait pour différentes raisons. Néanmoins, cette Charte de l'environnement, elle a permis au Conseil constitutionnel de faire certains choix, notamment sur les OGM. Ils sont basés sur cette Charte de l'environnement. Donc des gens disent, tiens, ça sert peut-être un tout petit peu à quelque chose. Ce qui est intéressant, je continue, excusez-moi, il y a le ministère et les administrations territoriales qui saisissent ça en créant des structures politiques avec des vice-présidents de l'environnement au conseil départemental, avec des chargés de développement durable dans les métropoles ou les communes. Et après, au niveau des entreprises, il y a tout ce qui est responsabilité sociale des entreprises et toutes les certifications, les labels, les ISO et tout ce que vous voulez. Donc on voit qu'il se passe plein de choses d'un point de vue politique, ça a l'air très structuré comme ça, mais je ne sais pas vous, mais moi j'ai quand même la sensation qu'il ne se passe pas grand-chose, quoi. On se dit, tiens, il y a plein de choses, il y a plein de décisions qui ont été prises, mais au final, il ne se passe pas grand-chose, c'est étonnant. Néanmoins, on voit qu'entre la définition de territoire, ce qui fait où on vit, la notion d'écosystème qui est le sens même de là où on vit, de comment on vit ensemble, c'est couvert par le champ politique. Toutes les structures, toutes les échelles de territoire sont couvertes, donc on n'est pas si mal. Il n'y a pas des territoires qui sont particulièrement oubliés, des échelles de territoire qui sont oubliées là-dedans. Ce qui est important, si on veut synthétiser ça, c'est qu'en fait, le développement durable, il est surtout défini par ses enjeux. C'est Pierre Lascoum qui a dit ça en 2002. Cette notion, elle est hyper importante. C'est-à-dire que le développement durable, il ne faut pas le voir juste comme ces trois piliers et que c'est un cadre théorique qui va s'appliquer brutalement. C'est qu'il y a des enjeux territoriaux, des enjeux d'écosystème, et que c'est en regardant ces enjeux qu'on définit les objectifs du développement durable qui vont s'appliquer sur ces territoires.
Ce n'est pas juste une notion théorique. La notion théorique, c'est bien de l'avoir en tête. Mais en fait, nous, on vit dans l'écosystème, on vit sur le territoire, et en regardant et en observant ensemble cette chose-là, on va faire émerger du développement durable. On va définir le développement durable par le territoire. Ça mène à différentes grilles de lecture. Vous êtes une association qui vous occupez plutôt, par exemple, je sais pas, de réinsertion de personnes en difficulté, vous êtes une association de protection de la grenouille, vous êtes Michelin, vous allez tous avoir votre grille de lecture du territoire. Il n'y en a pas de mauvaise, enfin du développement durable, excusez-moi. Il n'y en a pas de mauvaise, c'est que chacun a la sienne, chacun a son développement durable, qui est sous ce chapeau commun, ces grandes choses de l'ODD. Mais on doit se l'approprier. Là aussi, ce n'est pas une notion éthérée qui ne sert à rien. C'est à nous de faire l'effort de se l'approprier et de le voir par nos objectifs. Le développement durable, en fait, c'est un cadre commun et fédérateur. C'est un dictionnaire du parler ensemble et du vivre ensemble. Ça nous dit, vous avez chacun votre vie, vous pouvez être une association, une entreprise, mais on a ce cadre commun dans lequel on peut lire le monde ensemble. Et la principale lecture, c'est qu'on vit sur un territoire, dans un écosystème. On part à chaque fois de cette base-là, et quand on parle de développement durable, on doit partir de là. Et faire émerger le développement durable par nos objectifs, tout en gardant ce langage commun. C'est nos petits dictionnaires communs. C'est rare, hein, ça s'applique dans le monde entier, le développement durable. On peut l'appeler sustainable, mais on va en Malaisie, ils le disent comme nous. On va en Chine, ils le disent comme nous. Enfin, tout le monde le pense de la même façon, c'est rare. On n'a pas beaucoup de notions qui sont aussi partagées sur Terre. Hein. Donc cette chose très théorique qui a l'air un peu idiote, finalement, on voit qu'elle peut prendre beaucoup de sens. Moi, quand je suis sorti de la fac, je vous dis, c'est vraiment, ça fait 15 ans que je travaille et je commence juste à peu près à m'en servir. Comment je m'en sers ? Eh bien, dans mes choix d'action, j'ai travaillé pour des associations, j'ai travaillé pour des bureaux d'études, j'ai travaillé pour des collectivités. Et mon but à moi, c'était de faire quelque chose pour un peu améliorer la situation globale, d'un point de vue environnemental. Je me suis demandé comment faire pour bouger quelque chose. Il se trouve que j'ai fait le choix de l'entreprise, personnellement, parce que ça m'a fait du sens. J'ai rencontré Coco Shaker qui m'a dit bah oui, tu peux effectivement faire quelque chose, on va t'accompagner. Très bon incubateur au passage. Ça, c'est le petit parti corporate de l'intervention. Mais on peut agir par l'entreprise, on peut agir par l'association, on peut agir par le lobbying, on peut agir comme on veut. L'important, c'est de trouver sa façon d'interagir avec son territoire et son environnement. Donc j'ai choisi l'entreprise. Là, il faut être en cohérence personnelle et entrepreneuriale, avoir un peu de congruence. Moi, je suis écologue, je suis attaché à ces choses-là. Je n'ai pas voulu monter une entreprise absolument ultra agressive d'un point de vue commercial. Dans mes pratiques, je travaille avec, entre guillemets, tous mes ennemis, les autres consultants, on partage tout, on essaye vraiment dans cette logique-là, de se l'approprier. On peut être en entreprise et avoir une vision du monde qui est différente. Et c'est ça l'entrepreneuriat social, en fait. C'est qu'on peut être une entreprise, mais agir différemment dans le champ de l'entreprise pour porter les notions de développement durable. Donc j'ai marqué STP, c'est Stick to the Plan. J'y ai pensé juste pour ce moment-là. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'on fasse, et quelle que soit notre vision de nos différentes positions, parce qu'il y a des gens qui voient décroissant, il y a des gens qui sont là on a sûrement un champ politique assez varié autour de nous. Mais c'est quoi qui vous importe, quel que soit votre champ de pensée, votre champ philosophique ou politique, c'est d'améliorer la situation pour moi. Voilà. Et toutes les personnes qui veulent améliorer la situation, quelles que soient leurs obédiences, c'est mes amis. On travaille dans le même sens. Pour ça, moi, je ne vais pas sélectionner les gens que j'accompagne. Il n'y a pas des méchants, des gentils. Je trouve que tout le monde est concerné, c'est un sujet global. Donc, je considère qu'il ne faut pas sélectionner. Il n'y a pas de mauvaise personne ou de mauvaise entreprise et je choisis d'agir à mon échelle. Mon échelle, je l'ai définie pour être en congruence. C'est l'entreprise, c'est des accompagnements, on va dire, assez serrés. Je n'agis pas au niveau d'un département, mais parce que ça me parle. Donc là aussi, je suis cohérent avec moi-même et avec mes désirs, en fait. Et ça, c'est important. Pour mettre en œuvre le développement durable et se l'approprier, il faut trouver son échelle d'action. Elle est hyper importante, cette échelle d'action. Donc, par exemple, moi, j'arrive dans un hôtel, ça peut être une auberge de jeunesse ou un palace. Alors forcément, je vais vous dire que l'auberge de jeunesse, c'est un modèle qui est plus respectueux de l'environnement. Si on l'analyse, c'est plus pertinent. Mais moi, quelqu'un d'un palace qui vient me voir et qui me dit « je veux améliorer mon impact environnemental », il m'intéresse tout autant. Surtout qu'ils vont le faire tout de suite. Ils ne vont pas juste en parler. Même si on fait appel à moi, le plus dur, c'est d'affronter les préjugés quand on parle de développement durable, quand on parle d'environnement. Donc moi, on m'appelle pour faire de l'environnement, hein, très clairement. On m'appelle pour avoir une bonne note environnementale, une certification environnementale pour faire de l'environnement. Donc j'arrive avec ce cadre-là. Donc le préjugé, c'est même s'ils m'embauchent, ils disent « mais nous, on ne fait pas de l'environnement. C'est pas notre métier. On s'en moque.
ça ne nous intéresse pas, ça ne nous sert pas forcément à grand chose. Il y en a qui me disent, tu vas me filer le label, tu vois, il y a la porte là-bas, je te paye un café, tu le bois derrière et tu repars. Ça se fait très bien. Donc, là où je dois affronter les préjugés, je vais dire, mais vous n'êtes pas en train de sauver la planète, vous êtes une entreprise, et je suis clair sur les impacts de mes actions. Je dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est que votre modèle économique perdure. Vous êtes une entreprise, c'est votre, c'est votre nature. Après, je dis, le deuxième point qui m'intéresse, c'est que je ne préconiserai aucune action qui peut impacter votre personnel de façon négative. C'est l'essentiel, c'est que votre personnel puisse être bien. Et enfin, si tout ça, on le respecte, on va essayer de faire de l'environnement. En général, ça se passe un petit peu mieux, surtout quand je dis la première phrase, conserver le chiffre d'affaires ou l'améliorer. Ce qui est important quand on agit, pour moi, c'est d'être progressif. C'est-à-dire qu'il faut partir tout de suite en disant je vais sauver le monde et on va complètement abattre et vous allez devenir une auberge de jeunesse alors que vous êtes un 5 étoiles, ça n'a pas de sens. On fait des actions simples. Au d'abord, toujours ce que je travaille, c'est travailler avec les gens autour de vous sur des petites actions qui sont très faciles à mettre en œuvre. Ce que je fais dans l'entreprise, c'est ce font les assos. Ce que fait tout le monde dans le développement durable. C'est-à-dire qu'on fait l'action la plus simple. Elle peut être insignifiante, mais elle l'est. Et ça, c'est génial de faire quelque chose, même si ça a l'air d'être insignifiant. On fait quelque chose, c'est déjà un pas en avant. Et au fur et à mesure, en agissant progressivement, on se rend compte que c'est pas si dur que ça, on se crée sa culture, et au bout d'un moment, il commence à mettre de l'argent et on commence à mobiliser des grosses actions. Mais on n'y arrive jamais, mais jamais. Hein. J'ai accompagné 30 entreprises, des groupes et des collectivités. On n'arrive jamais à faire quelque chose si on attaque tout de suite sur les chapeaux de roue. Même si vous le demandez, ça ne marche pas. C'est du blabla, on rentre dans le greenwashing, direct. Donc il faut être très pragmatique et réaliste sur la situation. Là aussi, c'est bien de rêver, mais c'est bien de faire. Mon but, c'est toujours d'améliorer la situation. Hein. C'est pas d'avoir un groupe d'amis avec qui on philosophe sur le fait que la planète est un être merveilleux. Hein. Il y a quelque chose qui est un petit peu brutal, mais qui est toujours intéressant, c'est quand même toujours quand on a une action là-dedans, de mettre en place des indicateurs. Moi, c'est facile, je calcule tout le carbone, je calcule toute l'énergie, je calcule tous les déchets, les poids, c'est des référentiels CO2. J'ai des indicateurs financiers qui sont assez évidents avec eux, hein, on voit le retour. L'indicateur qui est dur à mobiliser, c'est l'indicateur social, en fait. Pour moi, je ne suis pas sociologue, c'est des choses qui sont assez dures à béton chiffrer, ou alors on fait de la masse salariale et des niveaux de salaire hommes-femmes, des choses comme ça. Mais ça ne décrit pas le bien-être d'une personne dans sa vie, ça. Et le pilier social, c'est quand même ça, moi, c'est assez vital. Et plus le temps a passé, plus je me suis rendu compte que quand j'interviens, donc je suis là pour l'environnement, et en fait j'en parle très peu. Je passe majoritairement mon temps à parler du social, en fait. Si dans une structure quelle qu'elle soit, on n'est pas avec les gens, moi je suis souvent dans les hôtels, c'est des gens qui ne parlent pas français sur tout ce qui est personnel de chambre. Si eux ne l'ont pas, on peut faire tout ce qu'on veut. Hein. On peut faire tout ce qu'on veut, il ne se passera jamais rien. Donc quand on parle de développement durable et qu'on essaie d'avoir cette action, être toujours près des personnes qui font. Toujours, c'est d'améliorer la situation. C'est bien d'être avec les gens qui pensent, il faut leur parler, c'est les commanditaires, mais il ne se passera jamais rien de fonctionnel si on ne fait pas avec les gens qui font. Pour conclure, le développement durable, c'est une notion qui nous invite à nous penser dans un commun et dans le temps. C'est toujours cette notion du début. Ce qui est hyper important, c'est que c'est notre langue commune dans le temps. Et ça, c'est vital, cette notion de commun. C'est quelque chose qui nous permet de penser la complexité et l'interdépendance. C'est-à-dire qu'avec la notion de développement durable, on est juste en train de réfléchir de comment gérer notre planète. Hein. C'est énorme. Donc cette notion qui a l'air un petit peu bizarre, en fait, elle nous permet de penser très 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 grand. Ce qu'on peut trouver d'un peu simpliste chez elle, en fait, nous permet de penser très 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 grand. Et l'interdépendance, c'est ce que nous a montré Léo, hein, c'est que tout se tient, c'est un peu la notion aussi des écosystèmes. Et donc si on pense quand même la complexité et l'interdépendance, on est pas mal parti. Ce qui est bien dans le développement durable, c'est que plus on en fait, mieux c'est en fait. Plus ça devient un objet de transition. Donc là, on n'est plus sur des pensées politiques, c'est que naturellement, fonctionnellement, mécaniquement, ça amène à la transition. Et plus on le mobilise par plein de petites actions, et plus ça le devient. Le développement durable, c'est une notion donc, qui est très forte, parce qu'elle permet de penser immensément, mais aussi qui est un petit peu molle, on ne sait pas trop quoi en faire, mais elle est surtout ce que vous allez vous en faire. Comment vous allez mobiliser dans vos structures, dans vos vies. C'est pas juste ce gros truc en disant bon, il y a des ODD de l'ONU, félicitations les gars. C'est vraiment vous qui allez le mobiliser. Ça peut être par un vote électoral, ça peut être par le célèbre vote avec la carte bleue, ça peut être dans vos vies professionnelles, dans votre façon de penser le monde. C'est chouette de penser le monde différemment.
Et il y a une phrase d'Antonio Gramsci que j'aime bien, qui était un homme politique communiste italien qui a très mal terminé, donc ça lui a pas beaucoup porté chance. Et c'est un petit peu ma doxa, c'est pessimiste par l'intelligence et optimiste par la volonté. C'est pas parce qu'on constate que tout va mal qu'on doit rien faire. Bonjour, donc moi je m'appelle Lucille et je viens vous parler du projet que je coordonne qui s'appelle Le Bouillon. Et Le Bouillon, c'est un café culturel qui est bon pour la planète et pour ses habitants. Ce projet, donc il est il est dans ma tête depuis un petit moment et il est né du croisement de 3 facteurs. D'abord une vraie prise de conscience écologique. Au moment où j'arrivais pas à tomber enceinte, et je me suis dit qu'on était beaucoup dans ce cas-là. C'est un couple sur 3, entre parenthèses, qui a des problèmes pour avoir des enfants. Je me dis, il y a quand même un truc qui cloche autour de nous, et dès qu'on se met à gratter, bon voilà, moi ça a été ce qui m'a fait faire tilt et qui m'a amené à changer mes comportements. Et du coup à me dire que je voulais faire quelque chose qui était utile, qui ait du sens et qui puisse effectivement participer à changer les choses. À côté de ça, dans ma vie personnelle, j'étais engagée en tant que bénévole dans le milieu culturel et artistique et je savais que c'était vraiment le lieu où j'avais envie de me réaliser. Et puis enfin, en 2019, fin 2019, je suis revenue dans mon territoire natal de l'Allier. Et la définition dont tu parlais tout à l'heure sur la notion de territoire, elle fait vraiment sens pour moi parce que vraiment, une fois revenue sur ce territoire, j'ai eu envie de travailler sur cette échelle-là. Parce que je me suis dit qu'en fait, l'Allier, c'était un chouette territoire où il y avait beaucoup de choses qui étaient méconnues et que j'avais envie de travailler pour la vitalité des secteurs concernés. Donc moi, j'ai choisi de travailler sur 2 thématiques qui sont donc celle de la culture, vous l'aurez compris, et puis celle de l'alimentation durable, parce que pour moi, le lien à la planète, à la Terre, à nos choix de consommateurs, il commence ici. Donc ce projet, c'est l'idée de montrer qu'on peut faire autrement et que sur un territoire donné, on a les moyens de changer les choses et de montrer l'exemple. Donc ce café culturel, il est itinérant. Donc c'est pour ça que j'ai mis des petites photos parce qu'en fait ça prend la forme d'une caravane et il se déplace de ville en village sur le territoire de l'Allier pour apporter des espaces de rencontres, de liens sociaux, de partage. Et puis avec lui quelques messages. Dans ce café culturel, on trouve une offre de restauration en fonction des heures, des lieux. C'est un bar, c'est un café, c'est un endroit où on vient manger un bout ou prendre un goûter. On trouve des ateliers de loisirs artistiques, de loisirs créatifs ou de pratiques artistiques. Et puis on trouve donc des spectacles dans différents champs. Là-dessus, j'essaye de travailler toujours avec des acteurs du territoire parce qu'ils ont du mal à trouver des lieux de diffusion près de chez eux. Ils sont obligés de s'exporter. Donc l'idée, c'était de leur ouvrir aussi un espace pour aller à la rencontre des habitants et de se dire, recréer ce lien social à la fois entre les habitants, mais aussi entre les habitants et les acteurs culturels. J'essaie de toujours faire un lien entre les ateliers de l'après-midi et puis le spectacle du soir pour engager une discussion entre des personnes qui ne se rencontrent pas tous les jours. Dans ce projet, j'ai essayé de prendre en compte l'impact écologique que je pouvais avoir dès le départ, à la fois sur l'aménagement et le choix des équipements. Donc je travaillais principalement avec de l'occasion, j'ai fait des choix en termes d'énergie aussi pour la caravane, j'ai pas voulu, ça aurait été super pratique d'avoir je sais pas comment ça s'appelle, j'ai perdu le mot, des trucs qui font énormément de bruit, qui soufflent du gasoil et qui alimentent électriquement la caravane. Un groupe électrogène, merci beaucoup. Donc j'ai pas de groupe électrogène et puis tout est d'occasion ou un maximum. Et puis après c'est dans la partie d'approvisionnement où je travaille en circuit court. Dans une relation, encore une fois, au territoire et avec ses acteurs. Et puis, dans une démarche de 0 déchet. Donc, des fois, je regrette parce que je me traîne des caisses de vaisselle délirantes à la fin de la journée. Mais je travaille sans vaisselle jetable et en 0 déchet. Et en fait, c'est une satisfaction incroyable parce que, c'est possible de faire manger 40 personnes et d'avoir une toute petite poubelle noire à la fin de la journée. Ça ne demande pas tellement d'efforts. Et c'est les messages que j'essaie de faire passer, c'est par l'exemple.
C'est sans être moralisateur, mais c'est de dire, voilà, je suis hyper contente quand les gens, à la fin, ils me disent, parce que donc, j'ai une carte qui est, on va dire, à 50% végétarienne, il n'y a pas de choix, hein, c'est un plat du jour et on mange, enfin voilà. On doit manger ce plat-là, donc on va dire qu'un jour sur 2, il est végétarien. Et je dis jamais que je fais végétarien. Mais par contre, après, les gens, quand ils viennent me voir et qu'ils me disent « Bon, d'habitude, moi, je mange pas végétarien, mais là, il est 4 heures et j'ai pas faim, je suis content. » Bah voilà, c'est déjà peut-être un petit truc qui est planté et peut-être un petit changement des mentalités. Et de se rendre compte aussi qu'autour de nous, voilà, ça commence à prendre du sens. Que manger bio, local, sans payer une fortune, bah, c'est possible. Voilà, et toujours essayer de valoriser les acteurs qui font, de dire d'où viennent les produits et de valoriser ceux qui les ont faits. Donc ça, c'était la partie de l'été, et puis là, je vais essayer de travailler sur une partie, donc ça a commencé au mois de juin là, de cette année, et donc là, je vais essayer de travailler sur une partie hivernale. Et de travailler sur des ateliers de sensibilisation à destination du jeune public. Pour moi, c'est là aussi qu'on peut planter les petites graines. Je le vois chez les copains parents qui ne sont pas forcément très sensibles à ces questions. Ils se mettent à trier parce que leurs enfants à l'école ont appris les consignes de tri et qu'ils sont engueulés quand ils mettent le yaourt dans la mauvaise poubelle. Donc le changement vient par là aussi. Donc pour moi, c'est important de travailler là-dessus. Donc on travaille avec Sophie qui est là, qui a une entreprise qui s'appelle My Green Little Life et qui fait des ateliers de sensibilisation aussi à l'écologie. Et donc toutes les deux, on est en train de monter un programme de sensibilisation et sur l'écologie et aussi sur les pratiques artistiques et culturelles, on va dire à partir de matériaux de recyclage, et essayer d'aborder la question de l'alimentation par l'art aussi, et voilà, essayer de faire des trucs rigolos mais porteurs de sens et qui, voilà, petit bout par petit bout, contribuent à changer les mentalités et les habitudes. Merci beaucoup. Donc moi je suis Fanny, je porte le projet qui s'appelle Le Retour à la Terre. Et il y a un lien très fort avec ce qu'on vient de vous présenter, puisque moi aussi c'est une caravane. Ça a commencé par cette caravane que j'ai rachetée juste avant le Covid, coup de bol superbe. Et la mienne s'appelle la K-Caravane parce qu'elle a été rénovée en toilette sèche. Donc à l'intérieur, donc vous enlevez tout ce que vous pouvez, vous prenez une caravane des années 70, vous enlevez les banquettes, le papier peint orange, etc. Et vous mettez à la place 3 cabines de toilettes, donc toilettes sèches et une table à langer, parce que c'est pratique. Et donc la K-Caravane existait avant que je monte le projet. Moi je vais monter mon projet autour de cette caravane. Donc le projet c'est de la location de toilettes sèches. Dans mon idée, pour aller au bout de ma démarche, parce que les toilettes sèches, le but derrière, c'est principalement d'éviter la pollution de l'eau, parce que l'eau qu'on utilise dans nos toilettes, elle a été traitée pour être potable. On l'utilise, on la rend complètement impropre à la consommation, et derrière, on la retraite pour pouvoir la rejeter dans la nature sans qu'elle salisse trop l'environnement. Donc il y a 2 traitements pour de l'eau qui finalement ne servent qu'à évacuer nos déchets. Voilà, une utilisation. Donc les toilettes sèches évitent cette pollution-là. Mais après, pour moi, pour aller au bout de la démarche, l'idée pour moi, c'est de réutiliser les produits des toilettes sèches, donc copeaux plus fesses plus urine, dans l'agriculture. Parce qu'on sait que les pratiques agricoles actuelles abîment nos sols. Donc rapporter les déchets dans les sols, ça permet de les régénérer. Donc il y a des pratiques de compostage et d'épandage d'urine qui existent, qui sont validées scientifiquement. Donc, il y a des entreprises en Allemagne, il y a des entreprises en Suisse qui utilisent ces procédés-là. Donc mon but, c'est d'aller au bout. Pour l'instant, le projet se limite vraiment à la partie location de toilettes, parce que j'ai un travail à côté, parce que les circonstances n'étaient pas franchement propices au lancement d'une entreprise. Moi, la première saison que je devais faire avec la caravane sur de l'événementiel, c'était celle où il n'y a rien eu du tout. Voilà. Donc j'ai pu faire la 2e saison 2021, là il s'est passé quand même des choses, donc là j'ai pu faire une vraie saison. Mais moi du coup ça fait 2 ans, enfin presque 2 ans que je suis avec un projet qui mouronne et tous les investissements qui vont avec qui sont un peu durs à porter. Donc voilà, l'idée c'est de faire quelque chose qui soit pérenne d'un point de vue location événementielle ou location de cabines de chantier que je suis en train de développer là. Je vais avoir les premières cabines de chantier dans les 2 mois qui arrivent.
Et d'un point de vue développement durable, eh ben, c'est un petit peu comme ce que présentait Lucille. C'est les matériaux, la réutilisation de matériaux. Ben, voilà, le fait de prendre une caravane qui était ancienne, de la rénover avec des produits locaux. Là, les cabines de chantier que je suis en train de faire, alors c'est pas moi qui les fais, je travaille avec un menuisier, mais tous les choix de matériaux, de construction, je les fais avec lui. Donc on choisit au maximum des bois locaux. Après, il faut aussi jongler entre ce qu'on voudrait faire, entièrement en bois locaux, et puis les contraintes techniques qu'on a. Il faut que ça soit pas trop lourd parce que ça va être des choses qui vont être transportées très régulièrement. Donc il faut trouver un équilibre. Et de la même façon, j'essaye de faire un maximum de réemploi et d'utiliser des producteurs locaux. Par exemple, moi j'ai aussi avec la caravane, il y a un petit lave-main, donc évidemment de l'eau de récupération qui n'est pas reliée au réseau, il faut pomper au pied, etc. Tout est en réemploi et le savon, c'est des producteurs locaux, le papier toilette, j'essaie d'avoir des producteurs français. Les copeaux qu'on utilise pour les toilettes, c'est toujours récupéré localement dans des menuiseries. Voilà. Bizarrement aussi, vu que moi c'est quand même une pratique itinérante, j'essaye de limiter au maximum les déplacements ou alors de regrouper les lieux. Donc j'essaye d'organiser un peu le travail pour limiter les déplacements. C'est pas toujours évident parce qu'il y a les contraintes des clients, les contraintes de mon travail à côté. Mais ça fait vraiment partie des objectifs que je me fixe en permanence de limiter ça. Toujours dans le développement durable, j'ai un volet social qui est en cours. Alors je vais monter un partenariat avec une entreprise à but d'emploi donc, sur le territoire zéro déchet à Thiers. On va avoir nos premières rencontres, on ne sait pas exactement quelle forme ça va prendre, mais mon idée c'est de participer à la remise enfin, je ne sais pas comment on le dit, je n'ai pas encore tout le vocabulaire de tout ce qui est social, mais en gros, c'est de travailler avec des entreprises d'insertion et de se servir de mon activité pour aider des gens à remettre le pied dans le monde de l'emploi. Donc moi, j'ai été incubée en 2020, la promo confinement. Et ça s'est super bien passé quand même, ça a été très bien. Donc pour parler, je vais vous expliquer déjà le concept actuel, où il en est de son développement et comment ensuite on est arrivé à ce concept-là. Donc le concept pour nous, moi c'est Textile & Co Solidaire, mais je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui travaille sur notre site à la galerie, qui est Nathalie Cardozo, et qui est de toute façon, donc on est 2 créatrices textiles, dans 2 domaines différents. Nathalie vient de l'industrie, de l'habillement, et moi je viens des métiers d'art et de la broderie d'art. Voilà, pour poser les 2 personnages qui ont généré le projet. Donc on est en train de générer ce qu'on appelle une galerie d'art et d'artisanat. Alors je vais insister, artisanat, on a mis un Y. On vous expliquera après pourquoi, pas un I. On est basé à Moulins, à côté de Consotopia, pour ceux qui connaissent Moulins, 9 rue Paul Bert, donc un magasin bio, et ça tombe bien. Parce que nous, on est sur 3 principes, recycler, former et insérer. Alors, recycler, on part au niveau de la galerie d'art sur différentes parties. On a un espace qu'on appelle l'agence de créateurs. Cette agence va accueillir des créateurs de toutes sortes qui ont une obligation de recyclage de leur matière à utiliser minimum 30% systématiquement. Il n'y a pas, bien pas. C'est une obligation. Ensuite, cette agence permet aussi à des créateurs de se développer, je teste mes produits, d'arriver aussi à des consensus sur la création avec le recyclage des matières. Et la 3e partie est un bureau des tendances où nous, on travaille avec des entreprises en sous-traitance sur le recyclage de leurs matières. Et on dérive après, on a des entreprises qui viennent nous chercher pour des aménagements d'espaces de détente. On commence par ça. Donc on a effectivement créé, alors je vais vous dire qu'on a ouvert la galerie depuis 1 an, donc on a commencé à créer un collectif de créateurs, de designers, de personnes qui interviennent au niveau de la création et on part sur ces projets-là. On a aussi, la 2e partie, c'est former. Former, on est plusieurs à être déjà formateurs. Alors pour vous dire, moi je suis déjà formatrice en textile depuis très longtemps. J'interviens à l'ISRA, à Clermont-Ferrand, les travailleurs sociaux. Et j'ai déjà travaillé en insertion pendant plusieurs années sur la formation textile. Donc c'est pour un peu poser les compétences. On a également des créateurs qui sont au sein de la structure, qui viennent, qui sont aussi formateurs.
On a élargi aux arts numériques et aux nouvelles technologies parce qu'on considère que ça doit faire aussi partie du développement durable et on doit l'utiliser d'une certaine façon. Et quand on parle de la troisième partie d'insertion, on va aller au niveau des entreprises d'insertion, travailler avec eux en partenariat sur la construction des produits et notamment des aménagements d'intérieur. On a aussi également de l'inclusion sociale que l'on fait avec des jeunes de classe de SECPA qui sont très loin des domaines de la création. Et le but du jeu à terme, c'est de pouvoir développer les prérequis pour les intégrer dans des cursus métiers d'art. Sur les BMA, les choses comme ça. À Moulins, on a un environnement culturel énorme. À terme, on va avoir l'école Boulle qui va venir s'installer, des grosses structures de scénographie. Donc, effectivement, il y a aussi le lycée Jean Monnet et beaucoup d'établissements et de jeunes. On aimerait pouvoir les intégrer dans ces cursus-là. Donc, on va avoir cette inclusion-là. La troisième partie dans l'inclusion sociale, ça va être le handicap. On a énormément de contacts avec des structures, une API qui était avant l'envol, pour qui on avait déjà travaillé à titre individuel, beaucoup de demandes de l'école aussi de la seconde chance pour pouvoir aussi aider les jeunes à se former ou alors à utiliser leur créativité pour pouvoir s'adapter ensuite et découvrir un petit peu leur univers. Donc il y a plusieurs pôles à faire. Pourquoi on en est arrivé là, à créer ce projet-là? Parce qu'on ne l'a pas fait comme ça, c'est qu'on a déjà travaillé dans ces domaines-là. À titre personnel, ça fait plus de 20 ans que je suis dans le textile et j'ai toujours travaillé sur le recyclage des matières. Et en amont, ça fait déjà plus de 6 ans que je travaille pour des petites entreprises locales dans l'Allier sur le recyclage de leurs matières. Par exemple, on a pour exemple Samarcande, qui est un torréfacteur sur Montluçon et Moulins, qui m'avait demandé que peux-tu faire avec mes sacs à café? Donc on a décliné plein de produits qu'il peut revendre au sein de sa boutique, de l'aménagement aussi d'intérieur, plein de choses. On aimerait à terme arriver à pouvoir se diffuser au niveau ne serait-ce que Moulins et la communauté de Moulins. Donc sur ce, on a passé 2 ans avant de monter le projet à aller discuter avec tout le monde au niveau de la structure de Moulins. Toutes les structures d'insertion, toutes les mairies, les associations, tout ça. On est allé même visiter, nous on est allé voir Actipo, la Thiers, Territoire Zéro Chômeur, comment ça fonctionnait. Et à partir de là, on a pu construire le projet en adéquation avec la commune. Donc la mairie est impliquée dans l'idée du projet. Pour l'instant, on est sous forme associative, mais c'est une préfiguration. Et là, on va commencer à enclencher la coopérative. Donc, on va devenir une SCOP. Et on l'espère l'ouvrir premier trimestre 2022, si tout va bien. Parce que ça a été reporté d'1 an. Donc, cette SCOP va aussi avoir des échanges en local. Donc, on va travailler avec la Péniche d'abord. C'est qu'on a fait un vrai maillage. La Péniche d'abord, Vitaïs, enfin, toutes les structures locales. Le but du jeu, c'est qu'on fasse des choses ensemble. On a prévu des événementiels que l'on va positionner pour l'année prochaine, tous ensemble, à différentes périodes de l'année. Ça, c'est le projet global que l'on veut développer. Après, au niveau des créateurs, ils ont une grande liberté de venir travailler, soit au sein de la structure avec un chef de projet, soit travailler entre eux. Donc il y aura une très très grande liberté au niveau de la coopérative, il n'y a pas d'impératif forcément à rester au sein de la coopérative. Voilà en gros le projet, les détails. Après nous, on va parler un petit peu qu'on a des partenariats qui se sont dessinés, on a le SICTOM qu'on vient de signer, on va avoir, on est content parce qu'on a des entreprises locales de plexiglas sur lesquelles on lorgnait un petit peu leur matière, leur rejet. On les a rencontrés hier soir aux Upéros et du coup ils sont hyper contents parce que voilà, ces matières elles vont pas être juste pour une personne, ça va pouvoir être redistribué, on les vend pas, on va les redistribuer aux différents créateurs qui auront des besoins donc au fur et à mesure. Et là après, la prochaine étape le mois prochain, on rencontre des structures, école de la seconde chance, une API et tout, pour voir comment on peut monter des projets d'insertion. Alors l'insertion, on ne la voit pas avec comme le chantier classique, c'est-à-dire que nous, on a un réseau d'entreprises. Le but du jeu, c'est d'avoir une entreprise qui a des besoins,
dans des secteurs métiers d'art de préférence, et de l'autre côté des personnes justement qui sont très loin de l'emploi ou qui ont besoin, qui sont en inclusion sociale, et de réunir les deux directement et de ne pas passer par un système de chantier d'insertion avec une période hyper longue où on sort du chantier et on se retrouve au Pôle emploi. Donc une entreprise, une personne en besoin d'emploi, et d'arriver à les réunir et de les intégrer systématiquement. Donc du coup, on ne va pas travailler sur 20 personnes à la fois, on va les prendre une par une, certes, mais on espère que d'autres auront la même idée et utiliser ce même système de fonctionnement, notamment aux entreprises.